Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, comment parler sereinement sous pression. Si vous êtes cadre, leader, responsable, on va vous interpeller dans les couloirs, on va vous poser une question en public. On parle même pas de si vous êtes politicien ou personne publique. Mais déjà rien que si vous êtes chef d'équipe et qu'on vous alpague dans l'atelier, comment faire pour parler sereinement alors qu'on va être sous pression? Et le fait d'être sous pression est pas anodin. C'est ce qui a occupé Matt Abrahams, qui est professeur à Stanford, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Think Faster, Talk Smarter. Donc pense plus vite, parle mieux, plus intelligemment. Justement pour aider les gens à mieux communiquer dans des situations sous pression. La cause commune à ces situations difficiles, selon lui, c'est l'anxiété du résultat. Ça veut dire que c'est pas nécessairement le fait en soi de parler en public ou de parler devant quelqu'un, c'est qu'est-ce que je vais réussir à dire, qu'est-ce que je vais réussir à répondre, qu'est-ce que je vais réussir à faire, est-ce que j'aurai l'air bête, est-ce que je vais donner une bonne réponse. Et donc c'est cette anxiété-là qui va faire que, du coup, notre corps engage une dynamique que vous connaissez bien, qui est la dynamique du stress, parce qu'il faut libérer de la capacité mentale, donc du sucre, donc il faut commencer à exciter le cortisol et tout le reste. Et ben voilà, il y a certaines personnes pour lesquelles ça se passe pas très bien. Et donc ce que se propose de faire Matt Abrahams, c'est de donner quelques trucs, quelques idées, quelques stratégies pour mieux parler sereinement sous pression. Alors, l'article que je vous ai mis en note du podcast est paru chez McKinsey. Là, c'est beaucoup plus long. Moi, je me suis concentré sur 3 points qui, à mon avis, sont essentiels. 1, un plan de gestion de l'anxiété. Ben oui, on va quand même essayer de traiter le mal à la racine. 2, rappeler l'importance de l'attitude face à la dite question. Et 3, comment est-ce qu'on répond? Focus dans la communication. Alors, le plan de gestion de l'anxiété, c'est quelque chose finalement d'assez logique puisque on a dit ce qui est commun à ces situations-là, auxquelles on pourrait d'ailleurs rajouter le fait de faire un feedback négatif, par exemple, c'est d'être anxieux ou anxieuse par rapport au résultat qu'on va produire. Et donc, il identifie un certain nombre de pas, auxquels j'en ai rajouté un. Le premier, c'est évidemment d'identifier les symptômes. Vous devez savoir quand vous êtes anxieux, par exemple, par des signes physiques, par des signes émotionnels, genre transpiration, rythme cardiaque, etc. Pensée négative, je vais me planter, je vais avoir l'air con, etc., etc. Identifier ces symptômes pour pouvoir identifier les situations. L'émotion, dans ce cas-là, est un marqueur de la situation anxiogène. Et donc, ce qu'il faut, le point, le nœud, c'est la situation. Parce qu'il faut les reconnaître, ces moments pendant lesquels vous êtes potentiellement en danger, puisque votre corps réagit comme si vous êtes en danger. Il n'y a pas forcément de différence entre vous face à un collaborateur dans une réunion d'entreprise qui vous pose une question alors que vous êtes devant tout le monde, d'un côté, et de l'autre côté, vous, il y a 200 000 ans dans la savane avec un tigre en face de vous, quoi. Donc, vous devez reconnaître ces moments pendant lesquels vous êtes potentiellement en danger. Et puis ensuite, alors, soit vous pouvez vous préparer à 6 situations particulières. Alors, typiquement, préparation mentale, se concentrer sur les aspects positifs de la situation, se rappeler des succès passés, très très important. Imaginez que vous savez que chaque fois que vous passez dans l'atelier, il y a quelqu'un qui vous alpague, c'est souvent le même d'ailleurs, ou la même. Dites-vous, ok, j'apprends toujours quelque chose d'intéressant quand je vais à l'atelier. Et puis, les dernières fois que je l'ai fait, ça s'est pas trop mal passé. Finalement, j'ai réussi à amener des questions. Bon, donc, concentrez-vous avant d'entrer dans l'atelier, puisque c'est la traversée de l'atelier qui génère l'anxiété. Préparez-vous en 1, qu'est-ce qui se passe d'habitude de positif, et 2, finalement, j'y arrive, ou en tout cas, j'y arrive partiellement. Et puis, évidemment, il faut pratiquer régulièrement ce genre de situation. Donc, s'entraîner régulièrement, ça veut dire que, vous voyez par exemple, si on reprend l'idée de la traversée de l'atelier qui paraît dangereuse, il va falloir s'y remettre rapidement.
pour des questions d'exemplarité, pour des questions de leadership, mais aussi pour des questions que vous allez y arriver. Hein, la technique, les 2 techniques qui suivent vont vous aider à bien parler sereinement sous pression. Donc, pratique régulière, très importante. Pareil, si par exemple vous êtes directeur ou directrice d'entreprise et vous devez présenter devant toute l'entreprise, vous avez les fameux town halls, comme on dit, les espèces de réunions du personnel. Et vous êtes un manager moderne, alors vous dites que vous allez ouvrir les questions, et voilà, ça se passe pas toujours bien, parce que il y a toujours le syndicaliste qui pose une question, ou le râleur de service, ou enfin voilà, quelqu'un qui pose une question qui vous met en difficulté. Donc, quand même vous exposer à ces choses-là va vous aider à travailler, et surtout va vous aider à réduire l'anxiété. Dernière chose, évidemment, les techniques de relaxation peuvent vous aider. Avant la fameuse réunion du personnel, vous allez aux toilettes, vous faites 2-3 étirements, 2-3 échauffements, vous respirez un peu, buvez un verre d'eau, et puis vous vous lancez dans l'arène. Donc, un plan de gestion personnel de l'anxiété. Notez que c'est tout à fait travaillable en coaching, l'anxiété devant le public, puisqu'il s'agit d'une question souvent de croyance irrationnelle qu'on sait très bien traiter avec la méthode de coaching qu'on utilise chez Coapta. Ensuite, on a dit deuxième partie importante, c'est l'importance de l'attitude. Et l'attitude, c'est une attitude d'écoute. Vous vous rendez pas compte, vous savez comme j'étais content quand j'ai lu ça. Parce que pour moi, l'écoute est une des marques fondamentales de leadership. Et on sait que les bonnes réponses sont une marque de leadership. Donc, l'écoute est absolument cruciale pour une communication spontanée, relativement efficace. Donc, avant de répondre, prenez bien garde à comprendre ce que veut l'autre personne. Parce que, en plus, en public, si vous avez suivi un cours de rhétorique avec moi, vous savez que c'est un style de discours épidictique, et donc, il y a un public, et donc ça modifie complètement la communication entre les personnes. La même personne, dans votre bureau, ne vous pose pas la même question de la même manière devant l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l'entreprise. Donc, ça veut dire que vous devez bien comprendre ce que la personne dit, voire même peut-être poser une question de clarification pertinente pour que vous puissiez répondre de manière pertinente et réfléchie et, tout à fait honnêtement, peut-être gagner un tout petit peu de temps. Et puis, ralentissez le rythme. Ne vous précipitez pas dans la réponse. Vous avez le droit de réfléchir quelques secondes, par exemple, pour choisir le type de réponse que vous allez donner, le canevas de la réponse. Je vous donne deux, trois idées, mais bon, prendre quelques secondes, c'est permis. Vous avez le droit de mettre la main au visage, sur le menton. Voilà, j'y réfléchis 3 secondes. C'est pas la fin du monde. Donc, l'attitude d'écoute et de calme, elle est absolument fondamentale. Et puis enfin, alors, dans la communication, le mot-clé, c'est focus. Focaliser. En anglais, ils disent what's the F word, parce qu'en général, the F word, c'est l'autre. Hein. Et là, ils disent le F word, c'est focus. Concis et clair. Hein, Shakespeare, dans je ne sais plus quel... je crois que c'est Henri IV, je ne sais plus, qui dit brevity is the soul of wit. La brièveté est l'âme de la répartie. Et vous devez avoir de la répartie. Donc, de la clarté et de la concision. Donc, évitez les digressions, évitez les blablas, les histoires, etc. Concentrez-vous sur ce qui est important pour l'audience. C'est eux qui vont juger si votre réponse est bonne, pas vous. Même si vous mettez des références, même si vous vous gargarisez un peu, si vous flexez avec vos connaissances, c'est pas vous qui allez décider si c'est une bonne réponse, c'est l'audience. Deuxième chose, structurez vos propos. Il y a 43 structures différentes qui peuvent vous aider à donner une structure à vos propos. Alors, par exemple, introduction, développement, conclusion. Alors, vous allez me dire, oui, Vincent, t'es gentil, mais celle-là, on la connaissait. Bon, une autre. Problème, solution, bénéfice. Voilà. Une autre. Bon. Avant, après, pourquoi, comment. Avant, on faisait comme ça. Maintenant, ou après, on va faire comme ça. Parce que ça nous aide. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire comme ça. Donc, vous pouvez même vous faire des petites fiches avec ça si vous voulez, mais vous voyez que ce sont des choses que vous connaissez. Et donc c'est pour ça que j'étais très content que Abrahams, donc le prof, parle de cette anxiété,
Parce que les solutions de communication, la plupart du temps, vous les avez. Et si vous ne les avez pas, ça s'entraîne, hein, on peut former là-dessus, c'est pas un problème. Utilisez un langage simple, sans jargon, sans acronyme que les autres ne comprennent pas, pour pouvoir adapter le message à l'audience. Point essentiel, focalisez-vous sur le présent, sur ce qui se passe là, maintenant, ici, maintenant, comment je vais maintenant, comment va l'audience maintenant, comment va la personne qui me pose la question maintenant. Projetez-vous pas dans le futur. Le futur, là, il va pas vous aider. Deuxième chose, créez ce qu'il appelle pace and space. Donc, adoptez un rythme plus lent, un rythme plus délibéré. Et délimitez-vous un espace-temps favorable à l'écoute et à la communication. Si quelqu'un vous alpague dans l'atelier, reprenons notre exemple, et il y a du bruit, il y a des gens autour, vous n'avez pas le temps maintenant, dites, écoute, merci pour ta question, je dois vite aller dire quelque chose à Joseph là-bas, je reviens, on se met tranquille et on discute un quart d'heure, on discute 5 minutes, d'accord ? Créez-vous cet espace-temps pour pouvoir amener une bonne réponse. Ce que je me suis dit que j'allais faire, parce qu'évidemment, Abraham se dit qu'il faut s'entraîner, et je me suis dit que j'allais essayer de m'entraîner avec vous, donc j'ai demandé à Copilot, je vais poser des questions à Copilot, les questions, ce sera toujours la même question. Pose-moi une question sur mon entreprise. Donc j'ai Copilot devant moi, et puis je vais essayer de répondre de manière claire et concise à Copilot, et vous serez vous juge de savoir si j'arrive à appliquer ce que je viens de vous dire. C'est un peu casse-gueule, mais on va essayer. Vous êtes prêts ? Alors, première question, hop, je prends mon machin, hop. Quel est un challenge unique de ton entreprise que tu rencontres actuellement, et comment est-ce que tu l'approches en tant que directeur ? Donc, il veut savoir un challenge unique de mon entreprise. Alors, le problème qu'on a, c'est essentiellement le contact avec les prospects et les clients. Ça devient très très compliqué d'entrer en relation avec des gens. Ils n'ont pas le temps, ils sont bookés, surchargés. Là, par exemple, je viens de lancer les invitations pour nos 10 ans, qui vont arriver bientôt. J'ai beaucoup de gens qui me répondent en disant « je suis occupé, j'ai pas le temps », etc. Donc, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, mais bon, on sent qu'il y a ce problème de non-disponibilité, ce qui évidemment pour une entreprise comme nous est pas facile. La solution, c'est le contact direct avec les clients. Donc ça veut dire essayer d'avoir des relations plus suivies avec nos clients existants. Pas nécessairement d'aller chercher de nouveaux clients avec du démarchage, mais mieux valoriser la relation qu'on a avec les clients actuellement, et puis passer par des recommandations. Des clients qui nous recommandent à des collègues, à eux ou à elles. L'avantage de cette solution, c'est qu'on va avoir des contacts qui sont de bien meilleure qualité que quand on appelle quelqu'un à froid sans avoir absolument aucune idée de ce qu'on va lui dire ou de comment la relation elle va être. Donc voilà, problème, contact avec les clients ou les prospects, solution, meilleure qualité relationnelle. Voilà, ça c'est une question. Alors hop, la deuxième. Quelle est la mission principale de votre entreprise et comment se reflète-t-elle dans vos projets actuels ? Alors la mission principale de mon entreprise, c'est d'amener des solutions pour améliorer les organisations. Alors on a plusieurs niveaux d'intervention, le niveau individuel, le niveau groupe, le niveau organisation, entreprise, et puis on utilise des outils de type formation, consulting organisationnel et coaching. Ça se reflète dans nos projets actuels parce que on a un début d'année un peu plus lent que prévu, mais j'ai perdu mon fil, vous voyez. Il y a une pensée parasite qui est venue. Oui, parce que même si l'année commence plus lentement que d'habitude, nos projets actuels vont dans le sens d'une amélioration de nos formations, d'une plus grande pertinence de nos actions de consulting. Donc voilà, on continue à travailler à l'amélioration de nos prestations. Comment votre entreprise se différencie-t-elle de ses concurrents dans votre secteur d'activité ? Alors ça, c'est une question très difficile, avec laquelle j'ai beaucoup de peine. En fait, j'ai pas la réponse à cette question. Je sais que maintenant, j'ai de la peine à me différencier. Souvent, quand on me pose la question, je ne sais pas répondre. Et je sais que ce que je veux faire,
ce que j'aimerais atteindre, c'est vraiment quelque chose de relativement simple et concret qu'on puisse donner aux gens qu'on rencontre pour leur dire, ben voilà, en quoi est-ce que nous, on est différents. Alors, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus mature qu'il y a 10 ans quand on a commencé. Et clairement, les entreprises utilisent déjà beaucoup d'entreprises qui ont les mêmes services que nous. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Alors, on a déjà un peu réfléchi en équipe, on va continuer à réfléchir. Je vais poser d'ailleurs d'autres questions aux intelligences artificielles pour nous faire un petit résumé et peut-être deux ou trois points clés de différenciation pour notre entreprise. Bon, voilà, 3 questions posées par Copilote. Je ne sais pas si vous en êtes convaincus ou pas. J'avais pas préparé les questions. J'ai essayé, vous avez vu chaque fois, j'ai utilisé avant, après, pourquoi, comment, et puis problème, solution, bénéfice. Je sais pas si ça vous a convaincu, mais voilà. Alors j'ai pas pu travailler sur mon anxiété puisque je suis avec vous et puis je sais qu'on est une petite communauté fort sympathique, donc j'avais moins d'anxiété que prévu. Mais je pense que les points donnés par Abraham sont vraiment utiles. Gérer absolument l'anxiété avec une bonne préparation, importance de l'attitude d'écoute et bon focus dans la communication. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!